messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce grand format du JT Cultures et Marchés, une édition exceptionnelle parce que malheureusement, le contexte est exceptionnel, notamment en matière de géopolitique. Pour décrypter en profondeur l'évolution des marchés, j'ai le plaisir d'accueillir Maxence de Villers. Bonjour Maxence. Bonjour Jean-Paul. Tu es analyste chez Argus Media. Merci bien sûr d'être ici pour nous aider à mieux comprendre un peu ce qui se passe et ce qui peut se passer. Première question. Aujourd'hui, comment les cours réagissent par rapport à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Alors, les cours des céréales, à peu près mondialement, que ce soit en Europe avec Euronext ou aux États-Unis avec Chicago, ont gagné un petit peu en fermeté récemment. La parité euro-dollar, dont on reparlera sûrement tout à l'heure, est un facteur qui fait pression un petit peu sur les cours, mais globalement, tous les marchés agricoles profitent de ces incertitudes géopolitiques. Alors, les agriculteurs qui suivent le JT Cultures et Marchés chaque semaine se disent peut-être, mais pourtant on aurait pu croire que les cours du blé, par exemple, ou des céréales auraient plus réagi. C'est quoi? C'est la lourdeur des stocks mondiaux? Effectivement, on sort d'une année 2025, il faut bien s'en rappeler, où tous les rendements de toutes les cultures partout dans le monde ont été records. On n'a pas eu un élément climatique important et majeur l'an passé, hormis les conditions de culture exceptionnellement. On a engrangé des stocks, on va dire, dans toutes les céréales depuis cette récolte 2025, ce qui fait que, on va dire, le potentiel de hausse de certains prix sur les commodités agricoles reste capé à la hausse de par ces stocks qui, pour l'instant, traînent un petit peu partout dans le monde. Ça pèse un peu sur les marchés, mais qu'est-ce qui pourrait faire l'étincelle? Qu'est-ce qui pourrait justement inverser un peu la tendance? Est-ce que c'est ce qui se passe aux États-Unis avec des problématiques? Effectivement, aux États-Unis, on a une sécheresse qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Les conditions de culture que publie l'USDA sur les blés d'hiver sont en train de se dégrader. Les conditions à 15 jours et les prévisions à 15 jours pour la météo sont toujours défavorables. Des températures au-dessus des normales, des précipitations inférieures aux normales et des conditions de culture qui devraient encore se dégrader. Donc des rendements et une production à prévoir en baisse. Alors pour bien expliquer, on a eu du gel, de la sécheresse, du gel dans le Kansas qui est quand même la principale zone. Exactement. On a cet élément aux États-Unis, on a quelques autres craintes, on va dire, qui commencent à apparaître au Brésil sur la culture du maïs. Donc tous ces éléments qui concernent quand même deux gros États, deux gros pays, les États-Unis puis le Brésil, font que voilà, une étincelle, voire deux, pourrait arriver dans les prochaines semaines. Si on revient un peu au détroit d'Ormuz, c'est vrai qu'on n'arrive pas aujourd'hui à approvisionner des pays comme l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça peut avoir un impact, bien sûr, sur le plan humain, mais aussi sur le plan des marchés? Alors sur le plan des marchés, on va dire que l'Arabie Saoudite n'est pas un importateur majeur. Elle importe des millions de tonnes de céréales, notamment de l'orge, mais globalement, on peut estimer que l'impact des flux vers l'Arabie Saoudite n'aura pas d'influence majeure sur les cours mondiaux. En revanche, ce qui peut être à prendre avec des précautions, ce sera les flux d'orge de la France notamment, ou en tout cas de l'Europe, vers l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite est un client de l'orge française. Alors maintenant, on va analyser un peu ce qui est marché des oléoprotéagineux. Alors on le sait, le cours du brut a remonté, on est aux alentours des 100 $ là actuellement le baril. Est-ce que les cours des oléagineux vont continuer à profiter durablement de cette cherté? Oui, très concrètement, les marchés les plus impactés par cette guerre au Moyen-Orient, ce sont les oléagineux. Plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est qu'avec un pétrole qui devient très cher, beaucoup de pays se tournent de plus en plus vers les biocarburants. On a l'effet d'annonce, notamment de l'Indonésie, qui souhaite passer du B40, du biodiesel 40% au biodiesel 50%. On a la Malaisie qui a fait la même chose. On a aussi plus d'incorporation d'éthanol partout dans le monde. Ces éléments-là ont un effet d'annonce, mais ce sont aussi des éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte pour plus tard, dans le sens où il y a très peu de chances pour qu'on fasse machine arrière sur l'incorporation des biocarburants au sein du diesel ou de l'essence. Alors, il y avait le président de l'Agence internationale de l'énergie qui disait, même si jamais, supposons qu'aujourd'hui le détroit soit libéré, il faudrait quand même 2 ans avant de revenir à une situation à peu près normale, entre guillemets. Ça veut dire que ça peut être très durable? Ça peut être très durable. Ça peut être très durable sur le pétrole et ça peut être très durable également sur les oléagineux. Restera à voir l'évolution des surfaces suite à ça, puisque les oléagineux actuellement sont les seules cultures qui payent, qui apportent de la rentabilité aux agriculteurs partout dans le monde. Donc dans ce contexte-là, on va s'attendre à des hausses de surface partout, que ce soit en soja, en colza ou en tournesol. D'accord. Et là, on peut dire que peut-être il y aura un effet rebond, parce que si tout le monde se met à faire du soja, effectivement, on risque d'avoir trop de soja peut-être. Exactement, ça peut être le cas. Ça peut être le cas aussi en colza, c'est un risque qu'il faudra prendre en compte peut-être pour cette récolte 2026, mais aussi et surtout pour la récolte 2027. A contrario, si on prend un petit peu de recul, ce sera l'effet boomerang et inverse sur les céréales.
moins de maïs, moins de blé potentiellement, notamment avec les coûts des engrais, donc des productions inférieures et un bilan qui va commencer à se tendre. Peut-être un rebond. Quand on regarde, il y a 2 gros pays producteurs d'huile de palme, notamment la Malaisie qui donne ses chiffres, ce qui n'est pas le cas de l'autre, c'est l'Indonésie, je crois. La Malaisie donne ses chiffres et on a vu des stocks particulièrement faibles ces dernières semaines. C'est positif ça aussi pour les cours à court terme. C'est positif sur les cours. Effectivement, on a des productions un petit peu décevantes en Malaisie. On a des exportations qui tournent à plein régime, de par le manque d'huile de tournesol qu'on a en provenance d'Ukraine, dû à la logistique. Donc oui, l'huile de palme profite de tout ça en termes d'exportation. Restera à voir la production, puisqu'on annonce un El Niño plutôt sévère au cours de l'année 2026, qui pourra apporter des chaleurs extrêmes en Asie du Sud-Est, et donc peser peut-être sur la production dans les palmeraies indonésiennes et malaisiennes d'ici la fin de l'année. El Niño, un phénomène qu'il ne faut surtout pas oublier, parce qu'effectivement, on a l'air de dire que c'est une année assez exceptionnelle. Exactement, oui, ça peut être une autre étincelle. On parlait d'étincelle tout à l'heure avec les US et le Brésil. El Niño sera sûrement une étincelle pour l'Asie avec le palme, peut-être en Inde, une saison des pluies, peut-être avec des précipitations inférieures à la normale, et surtout l'Australie. L'Australie qui est un gros fournisseur de colza et de canola pour l'Europe. Les surfaces sont déjà annoncées en baisse par manque de fertilisants, mais aussi de carburant. Donc baisse des surfaces et peut-être des rendements bien en baisse au regard d'El Niño qui s'annonce. Exactement. Alors on va s'intéresser à présent à l'adaptation des agriculteurs, puisque les agriculteurs, ils mesurent un peu ces indicateurs et ils essaient d'adapter notamment leurs assolements à l'échelon international, puis à l'échelon français. À l'échelon international tout d'abord, aux États-Unis, on l'a vu déjà, ça a réagi assez rapidement. Une des réponses à la cherté des engrais, ça a été pour les farmers de se tourner vers d'autres cultures que le maïs, et en particulier le soja qui est une légumineuse. Ça veut dire qu'on va manquer de blé ? On ne va pas forcément manquer de blé, on ne va pas forcément manquer de maïs. On l'a dit tout à l'heure, les stocks sont là pour l'instant. Ces surplus de stocks qu'on a par rapport à d'habitude permettent de compenser les pertes de surface et donc de production pour le moment. En revanche, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on a fait ces baisses de surface et donc de production, il y a moins la place pour un accident climatique maintenant. Il faut avoir en tête que le printemps démarre partout, le weather market et les risques climatiques sont encore devant nous, que ce soit en blé, mais aussi et surtout en maïs pour l'été 2026. Voilà, donc effectivement, on a des stocks pour l'instant, ça compense un petit peu la baisse des productions, mais tous les risques sont permis pour les mois à venir, que ce soit en termes de production et donc en termes de prix aussi d'ici la prochaine campagne. D'accord, et pour donner des indicateurs aux agriculteurs qui nous regardent, à très court terme, on a quand même beaucoup de soja dans l'hémisphère sud, on a quand même bien récolté. Oui, effectivement, récolte record au Brésil, récolte pas record mais excellente en Argentine. Ça c'est le cas donc en soja. En maïs on l'a vu, il y a peut-être un sujet sur le Brésil. Mais oui, en soja on a ce qu'il faut. L'élément qui est intéressant en soja, c'est que pour le moment, le marché ne prend pas en compte ces surplus de graines, puisqu'il y a un élément qui nous vient des US et qui est l'élément qui porte aussi tout le complexe, et y compris le palme, c'est que les Américains ont besoin d'énormément d'huile de soja à partir du mois de mars, donc du mois précédent, pour honorer les mandats d'incorporation en biocarburant. Ouais. Maxence, on revient dans l'hémisphère sud. En Australie, on le voit là déjà, on a des agriculteurs qui changent un peu leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'ils délaissent quelque part certaines cultures pour se tourner vers le canola qui est moins gourmand en intrants. Oui, effectivement, c'est un élément qu'on a remarqué. Donc, le blé est un petit peu délaissé au regard des engrais. Le grand gagnant, ça reste l'orge, plus que le canola pour l'instant. Mais oui, effectivement, les surfaces de canola avec un petit peu moins d'azote nécessaire et aussi grâce aux prix qui sont élevés du canola, on devrait avoir des surfaces plutôt à peu près correctes. Reste à voir l'impact du manque d'engrais, puisqu'on a un réel manque d'engrais en Australie, qui n'est pas forcément le cas chez nous en termes de volume et de quantité. Et c'est exactement pareil pour le carburant. Le GNR australien, il en manque. Donc les agriculteurs vont devoir faire des choix là-bas dans les travaux des champs. Ouais, et je le signale à nos téléspectateurs, actuellement, paradoxalement, quand on fait un peu le tour du producteur d'engrais, il se vend quand même dans l'hémisphère sud, même si l'engrais est cher, de l'engrais, parce que les agriculteurs sont bien obligés d'en mettre un petit peu. Si on regarde le cas de la France, la filière maïs a annoncé une baisse de la sole de 10 à 15%. D'après les chiffres qu'on a en tournesol, par contre, on serait peut-être plus 15%. Oui, c'est à peu près ça. Globalement, on estime que les hausses en tournesol vont compenser les baisses en maïs.
On a aussi eu plus de cultures d'hiver, notamment du colza, mais ça c'est des cultures qui sont déjà semées. Mais globalement oui, on a un switch effectif de 10% du maïs vers le tournesol, 10 à peu près à 15%. Et 10% soja en plus, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'on part sur des bases qui sont plus limitées, mais il y a quand même, d'après les infos qu'on a, plus 10% de soja. Est-ce que, une question un peu globale, on en parle beaucoup de la compétitivité de la ferme France, notamment pour les céréales. Déjà, avant, c'était tendu. On le sait que quand les cours descendaient, effectivement, on se rendait compte qu'on avait quand même des charges qui étaient importantes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec des hausses d'engrais, enfin tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on est encore compétitif pour produire du blé en France? Alors, on va dire qu'il y a deux notions de compétitivité. Il y a la compétitivité à l'export, qui là ne concerne pas vraiment les agriculteurs. Actuellement, le blé français semble compétitif. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais on a du blé français qui est demandé à l'export, c'est une bonne chose. Maintenant, oui, en termes de production, effectivement, la compétitivité de la ferme France, elle n'est pas là malheureusement depuis plusieurs années. Et quand on se tourne un peu à droite ou à gauche, et surtout à droite vers la mer Noire, effectivement, c'est difficile d'être compétitif face à des pays comme ça qui ont des charges de 30 à 40% inférieures à celles des agriculteurs français. Alors toi, tu es fils d'agriculteur en Seine-et-Marne. Est-ce que ça veut dire qu'un agriculteur, pour les prochains assolements, il doit quand même se poser la question de se dire je sème du blé, mais est-ce que je fais bien? Effectivement, je pense qu'on doit tous se poser les questions et quelque part, je pense qu'on est aussi forcé. On n'a plus forcément le choix maintenant de faire ce qu'on veut dans les assolements avec un contexte engrais comme ça. Donc oui, il y aura des choix à faire. Il y a déjà la question qui tourne un petit peu en pleine au sujet des troisièmes apports sur les blés, qui peut poser des problèmes de protéines également. Ça peut être un handicap pour la ferme France au global. Et ensuite, pour la prochaine campagne, oui, il y aura des choix à faire. Peut-être du blé fourragé pour ceux qui peuvent le faire, de l'orge fourragère qui est un petit peu moins gourmand en engrais, ou bien sûr des protéagineux, mais quand on connaît la rentabilité des protéagineux, ça reste quelque chose de compliqué. Et si on pousse un petit peu plus loin, est-ce que tu penses que des agriculteurs vont se tourner vers la jachère sur les moins bonnes parcelles? Oui, oui, c'est les retours qu'on a. Déjà, pour ce printemps-ci, certaines surfaces seront semées en jachère, ou seront laissées en jachère plutôt. Il faudra se poser la question au semis de l'automne prochain. Il y a encore du temps pour que les engrais baissent d'ici là. Mais comme tu l'as dit au début, le conflit a l'air de durer. Donc ça va être compliqué peut-être de voir des engrais baisser, en tout cas tout de suite. Alors quelques petits indicateurs pour se donner un peu les idées. Tu as parlé tout à l'heure de compétitivité. Effectivement, la compétitivité, ça dépend aussi de toute la filière. En Russie, on arrive à produire pas cher, mais les coûts logistiques sont parfois assez onéreux. Aujourd'hui, sur le plan international, on sent un redressement de l'euro face au dollar. Ça va avoir un impact? Oui, ça a déjà eu un impact. On a perdu un petit peu en compétitivité, mais on l'a vu à l'instant, le blé français reste plutôt assez compétitif. On a, on va dire, la chance, entre guillemets, que le blé américain est en mauvaise condition de culture, donc les prix montent, et beaucoup de prix physiques partout dans le monde suivent les cours américains. Donc c'est plutôt une bonne chose, puisque les autres cours ont monté. Nous, on est resté à peu près stable en dollars pour la valeur de l'export, ce qui fait que le blé français reste plutôt assez compétitif à l'heure où on se parle. Mais effectivement, la récente hausse de l'euro a pesé un petit peu sur les cours. Alors, on le sait, les faits géopolitiques influencent aussi nos acheteurs. On le sait, on s'est fâché un peu avec l'Algérie, on a retrouvé le Maroc. Là, l'Égypte, on peut penser que ça va être un acheteur durable? Alors, l'Égypte a acheté, oui, du blé français tout au long de la campagne. C'est plutôt une bonne chose. Les acheteurs égyptiens veulent désormais diversifier un petit peu leurs origines et leurs sources d'approvisionnement. Parce qu'ils s'approvisionnaient pas mal sur la Russie. Complètement sur la Russie depuis notamment 2023. Donc oui, effectivement, on a une carte à jouer là-dessus. C'est plutôt une bonne chose. Surtout dans un contexte, comme tu l'as dit, où on a perdu l'Algérie depuis maintenant quelques temps et où eh bien, les acheteurs chinois, c'est toujours l'inconnu, on ne sait pas s'ils vont acheter du blé français ou pas, et ça, ce sera à suivre d'ici la campagne, d'ici la moisson, pardon. Et de façon, et c'est vraiment un indicateur qui est très important, c'est est-ce que la Chine va être aux achats? C'est-à-dire, est-ce que l'économie chinoise va ralentir, manque de pétrole, difficultés au niveau du commerce mondial ou pas? C'est important comme driver. Exactement, c'est un facteur d'influence important sur les marchés. Ça l'était beaucoup plus en 2020-2021 quand la Chine a triplé, voire quadruplé ses achats. Malgré une économie qui va mal, c'est important d'avoir en tête que la Chine continue d'importer notamment beaucoup de soja et surtout beaucoup d'orge, et en particulier de l'orge française. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça peut laisser de l'espoir pour des achats de blé pour la prochaine campagne. Alors toujours au niveau de l'Asie, on a la Chine, mais on a aussi l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui est important, on le sait. Ils arrivent à maintenir plus ou moins un équilibre, mais la population est tellement importante. Or, là, actuellement, il manque de pétrole, on sait pourquoi. Deuxième point, ça veut dire que leurs usines d'engrais ne fonctionnent pas comme prévu. Ça veut dire que la production ne sera peut-être pas à la hauteur de l'équilibre espéré. Ça veut dire peut-être des achats et ça veut dire peut-être une relance des cours.
Effectivement, oui, on a des éléments fondamentaux qui peuvent nous faire penser à une reprise des cours, notamment les stress qu'on a vu sur Brésil et États-Unis encore une fois, ces craintes sur l'Inde peut-être, c'est les craintes qu'on a vues et qu'on a évoquées sur l'Australie. Donc oui, il y a plein de petits éléments qui peuvent permettre de garder espoir sur une reprise des cours, effectivement. Bon, le prix des engrais, il est haut pendant longtemps. Enfin, il ne faut pas espérer là-dessus. Non, ça pour l'instant, ça reste le gros point noir. Et on a beau avoir une certaine reprise des cours qu'on a vu depuis le tout début du conflit, elle n'est bien sûr pas assez importante pour compenser la hausse des engrais. Et il en faudra beaucoup plus si on veut retrouver une rentabilité à l'échelle de la ferme France. Jusqu'à présent, c'était à peu près couvert, sauf peut-être dans le sud-ouest, ça allait. C'est quoi le meilleur moment pour acheter l'engrais, là, dans les mois à venir? Alors, habituellement, il faut avoir en tête la morte saison, qui est habituellement au mois de mai-juin pour acheter les engrais, qui est plutôt... c'est une saisonnalité qui est vérifiée à peu près tous les ans. Là, effectivement, dans un contexte comme ça... Elle sera peut-être pas si morte que ça. Elle sera peut-être pas si morte que ça. Ou pour d'autres raisons. Voilà, exactement. Donc, honnêtement, c'est très compliqué d'y voir clair. Donner du conseil là-dessus, c'est très compliqué. Surtout quand on connaît les yo-yo, on va dire, de certains acteurs géopolitiques qui font que la situation s'enlise ou alors se résout rapidement. Quand on se promène un peu pour aller rencontrer les agriculteurs, certains nous disent « moi j'ai fait des stocks et je m'y retrouve ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a la trésorerie, bien sûr, il faut avoir la trésorerie, mais si on a la trésorerie, faire des stocks, c'est pas idiot. Ça dépend à quel prix, ça dépend de ses besoins, ça dépend de son besoin en fonds de roulement et de la trésorerie, bien sûr. Donc ça, j'ai envie de dire que ça gère au cas par cas. Oui. Mais peut-être sur le long terme, je ne dis pas, vu les niveaux actuels, ce n'est pas le moment de faire des stocks, mais quand c'est bas, peut-être ça vaut le coup de stocker. Oui, effectivement. Si un jour on retrouve des prix normaux et plutôt assez faibles, oui, en prévision des conflits comme ça, puisqu'il faut se rappeler que c'est quand même le deuxième conflit important et la deuxième crise énergétique en 4 ans. Effectivement, c'est peut-être pas idiot de faire des stocks quand les prix sont bas. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on positionne la production française par rapport à la concurrence, notamment la mer Noire? J'ai du mal à y voir clair. En termes de volume de production, ouais. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les conditions en mer Noire, malheureusement pour les prix, sont quasiment parfaites. Surtout en Russie, en Ukraine c'est un petit peu plus moyen, mais ça reste très correct. Pour l'instant en Europe, la situation est à peu près correcte. Il y a des hétérogénéités, mais c'est plutôt bien. En France, il y a clairement 2 zones de production qui se distinguent. Le Nord-Loire, où la situation va plutôt très bien, même si la sécheresse continue de progresser, et le Sud-Loire, avec les eaux intermédiaires et les petites terres, qui commencent à poser des questions, effectivement, en cette fin de cycle. Oui. Tu es agriculteur, tu dois réfléchir à tes futurs assolements. Quels indicateurs tu dis il faut regarder pour justement mieux positionner le choix que tu devras faire pour la prochaine campagne? Alors, bien sûr, les charges. Avec les engrais, je pense que c'est le premier driver à avoir en tête. Et ensuite, tout simplement les prix de vente, voir quelle culture est plutôt rémunératrice. On peut estimer pour l'instant que les oléagineux, notamment colza et tournesol, sont rémunérateurs. Donc pour la prochaine campagne, si les choses en restent là, oui, on peut se tourner vers des cultures comme ça, plutôt que des cultures non rémunératrices comme de l'orge de printemps, l'orge brassicole, ou même du blé, évidemment. Et l'incertitude dans laquelle on est ce que ça doit changer sa façon de vendre, sa stratégie de vente? Oui, je pense qu'il faut être beaucoup plus flexible et essayer de profiter des bonnes opportunités dans les prix, si tant est qu'il y en ait, pour évidemment se couvrir face aux incertitudes, qu'elles soient aussi bien fondamentales que climatiques que géopolitiques. Toute dernière question, donc tu me dis, grosso modo aujourd'hui, on a plutôt une plaine qui se porte pas trop mal? Sur l'Europe et la mer Noire, oui. Encore une fois, c'est différent sur les États-Unis, c'est différent sur le Brésil et également sûrement sur l'Australie dans les mois à venir. De par El Niño. Ces 3 pays-là sont quand même très importants. C'est ce qui pourrait faire que malgré des bonnes productions en France, en Europe ou en mer Noire, les prix changent de direction si jamais la météo s'en mêle. Bon, mais tout peut se jouer parce que c'est la météo. On rentre dans la période qui va être compliquée là actuellement, avec déjà de la sécheresse dans certaines régions. Exactement. Superficielles. On peut avoir des eaux souterraines importantes, mais des couches superficielles qui se dessèchent. Exactement. On rentre vraiment dans la période climatique à risque, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu l'année dernière. En 2025, toutes les conditions de culture étaient parfaites partout dans le monde et sur toutes les cultures. Cette année, le marché se rend compte qu'en final, une année normale, il y a toujours un élément climatique ou 2 ou 3 qui se balade un peu partout dans le monde et c'est ce qui crée du risque à l'heure actuelle. Merci Maxence, je rappelle que tu es analyste donc chez Argus Media. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous donner quelques repères donc sur ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, cette édition grand format du JT Cultures et Marchés est à présent terminée, mais on se retrouve bien sûr, comme chaque semaine, vendredi, pour notre flash hebdomadaire, un petit peu plus court bien sûr, pour tout savoir en 3 minutes chrono. Chaque semaine, je vous donne l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour se positionner au mieux sur les cours et marchés. Portez-vous bien.